Voir le monde à partir de ce reste. Voir le monde à partir de ce tronc foudroyé, le tronc de ma mère. Son corps déserté par le désir d'un homme, mon père. Tout commence à partir de ce train qu'on prend, ma mère et moi, alors que nous sommes encore en Argentine, mon pays natal. On est à Buenos Aires. Ma mère, d'origine italienne, y tient beaucoup à l'Argentine. Ce pays d'espoir, ce pays qui a permis à des millions d'Italiens, d'Espagnols et des gens venus des quatre coins de la planète, qui leur a permis d'y trouver non seulement un refuge, mais d'y trouver une vraie patrie, una patria, un lieu dans lequel s'enraciner. Et voilà que ma mère doit abandonner ce pays pour suivre mon père, pour le suivre dans un voyage incertain, traverser les hauts plateaux andins, traverser la Bolivie pour se rendre où? Au Pérou, pays diamétralement opposé à bien des égards aux valeurs argentines. Pays en tout cas culturellement, aussi riche soit-il, très différent de l'Argentine. Je me revois, je nous revois dans ce train, ma mère et moi, mon père nous ayant précédés, ma mère l'air inquiet, l'air ailleurs, puis petit à petit la découvrir avec mes yeux d'enfant, la découvrir avec un visage mélancolique, une autre mélancolie, une nouvelle mélancolie. Le visage de ma mère a toujours été mélancolique dans le souvenir que j'en garde, mais là c'était une sorte de mélancolie ajoutée, on dirait, tellement elle était dans sa bulle, tellement elle était loin, très loin des paysages qui défilaient à travers les fenêtres. Une fois la Bolivie derrière nous, ce fut l'arrivée à Lima, puis un pays tellement différent. Des gens qui ne nous ressemblaient pas. L'autre commence par la différence. Cette différence, elle peut se conjuguer, elle peut se décliner autant du côté, je dirais, agréable que du côté difficile, la difficulté de retrouver dans le regard de l'autre ce trait de familiarité qui forme une tribu, une culture. Il n'en demeure pas moins que c'est par l'ouverture que l'on peut connaître l'autre. Mais comment s'ouvrir à l'autre, à la différence, à l'altérité, lorsque la mer qui nous guide semble elle-même un peu interloquée, perdue, en sursis, comme si sa vie, ayant quitté l'Argentine, était devenue une vie en sursis. Puis, une fois retrouvé, le père, son regard
étrange et étranger. Et puis assister dans la petitesse de l'enfant que j'étais, assister au départ de ce père, ce nouveau départ, ce nouvel exil, cette fois-ci, non pas du pays, mais du corps de ma mère. Voir ma mère abandonnée, la voir ressentir en elle la brûlure de l'absence de l'homme aimé. Et devoir s'y faire, devoir s'y faire parce que on ne peut pas, lorsqu'on est un enfant, quitter le corps, le regard, aussi mélancolique soit-il, d'une mère. On est au bord de cette mer-là. On y vit, on s'y attache. Je ne pouvais pas, je ne devais pas, bien qu'à l'époque il m'était impossible de le penser ainsi, mais je ne pouvais pas suivre les pas de mon père, l'abandonner à mon tour. D'abord, qu'aurais-je pu faire tout seul? Je ne pouvais pas gagner de l'argent et suppléer à l'absence de mon père. Puis, petit à petit, l'impossibilité, je dirais, de parler à la première personne, d'assumer ma voix, de regarder droit dans les yeux ma mère face à sa solitude et de lui parler à partir de ce que je ressentais. Mon ressenti s'est effondré, de même que ma voix. C'est, pour ainsi dire, une sorte d'aphonie qui, à y penser de plus près, serait à l'origine de mon besoin d'écrire. Ne pouvons pas parler à la première personne, ayant perdu le nord, qui pour moi était l'Argentine, je me retrouvais dans un état un peu catatonique. J'étais comme abasourdi. D'un côté, le père qui nous quitte alors qu'on est en exil. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentis. J'ai ressenti que ma mère avait été abandonnée. J'ai ressenti chez elle cette sidération que peut gagner le corps d'une femme, l'expression d'une femme, le vocabulaire d'une femme, le regard d'une femme, lorsque l'homme sur lequel elle s'appuyait au point d'en avoir fabriqué un petit, un enfant, comme si elle perdait pied. Et c'est à partir de là, je crois, que j'ai commencé à gribouiller, à devenir un petit scribouillard en espagnol. Petit à petit, puis d'autres langues se sont ajoutées. Mais c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'à l'époque, en tout cas, je ne pouvais parler qu'à la troisième personne. La troisième personne du singulier. Plus tard, beaucoup plus tard, ça serait la première personne du pluriel. Mais le nous
de même que le tu, ne sont venus que beaucoup plus tard. Et dans cette nouvelle période qui s'ouvre dans ma vie, qu'on va appeler la période où voir le monde passe par une sorte de ventriloquie, c'est-à-dire je fais parler des personnages comme je pourrais faire parler, je ne sais pas, le tronc qui est derrière moi, comme je pourrais faire parler les masques qui m'ont toujours accompagné. Eh bien, c'est à partir de là qu'apparaît le besoin du masque. Oui, je sais, à la mode aujourd'hui, mais pour moi, le masque était le personnage, bien sûr. Personne, masque. Et peut-être le premier roman en français, La Passion des nomades, que je montre ici en version poche, nous découvre un personnage qui m'a beaucoup appris sur moi, bien qu'il le soit, de par cette ventriloquie, une doublure de l'auteur, il n'en demeure pas moins que ce personnage nommé Gabriel Olmos, Gabriel, oui, comme l'archange, Olmos, comme l'arbre, l'orme. Ce personnage a eu le courage de se révéler beaucoup plus profondément que je n'aurais pu le faire moi-même. Ce personnage né à Buenos Aires, tout comme moi, l'auteur, vit dans un quartier déshérité de la capitale argentine, vit dans le quartier de San Telmo, un très vieux quartier que les années ont maltraité, mais dont l'architecture élégante, voire aristocratique, garde en elle-même des restes du monde, d'un monde qui fut quelque part heureux. Donc ce quartier de San Telmo, aujourd'hui quartier populaire, quartier des antiquaires, quartier du tango de rue, ce quartier dans lequel Gabriel habite représente un peu l'univers à récupérer, et c'est là qu'il va apprendre que son père, qui travaille pour le service diplomatique argentin et qui est en poste à Montréal, c'est le consul argentin à Montréal, vient d'être assassiné. Ça fait des années qu'ils ne se parlent pas. Il faut dire à la décharge du fils, mais moi l'auteur, je ne prends aucun parti. Je ne suis pas du tout dans le sentiment, je suis dans l'expression en tant qu'auteur, mais il faut dire à la décharge du fils que le père, de par la distance qu'il a maintenue face à sa famille, face à la mère de Gabriel, face à son fils lui-même, était devenu, pour Gabriel en tout cas, le personnage de ce roman, La Passion des nomades, était devenu un père haïssable. On va dire, pour aller vite, un père facile à haïr. Mais voilà que Gabriel, qui n'entendait plus, pensait à son père, se préoccupait de son père, toujours à l'étranger, toujours en dehors de la patrie,
puisque loin de l'Argentine, eh bien, curieusement, en apprenant la mort de son père, l'assassinat de son père d'ailleurs, eh bien, il éprouve le désir, c'est bien sûr dans le roman, éprouve le désir de se rendre sur place, de quitter l'Argentine et de venir au Canada, de venir au Québec, d'aller à Montréal pour savoir ce qui est arrivé à son père. Car les services diplomatiques, dont la langue de bois est toujours proverbiale, ne réussissent pas vraiment à expliquer ce qui est arrivé au père. Comme si, malgré qu'il avait été assassiné, puisque on a tiré sur son dos, on ne savait pas qui ni pourquoi. Et c'est dans cette quête d'un père, non pas vivant, mais d'un père mort, que Gabriel Olmos va, paradoxalement, établir une sorte de dialogue avec le père, grâce notamment à la dernière femme qui a accompagné la vie du père. Il va découvrir que ce père-là, au fait, avait connu un certain nombre de femmes, et Gabriel va, dans une sorte de pseudo-démarche policière, va une à une retrouver ces personnages féminins et va parler avec elles, qui vont lui donner des images de ce père-là. Et une des premières choses qui étonne passablement le fils, Gabriel, c'est que, eh bien, ces femmes-là, et notamment la dernière, ont beaucoup aimé son père. Alors que lui, dans sa mémoire, était toujours prêt à croire la haine, le refus de pardon de sa mère vis-à-vis du père, voilà que ces femmes-là, et notamment la dernière, Anna, va provoquer en lui un curieux sentiment d'intérêt, voire d'attendrissement à son corps défendant. Et le voilà que ce fils, qui avait été incapable pendant la vie, pendant que son père était en vie au fait, d'avoir ne serait-ce qu'un semblant de dialogue avec lui, voilà que Gabriel va établir une sorte de dialogue post-mortem avec son père. Et là intervient de nouveau cette idée, en tout cas dans le cadre de ce roman et de mon écriture en général, de voir comment mes personnages semblent établir un dialogue beaucoup plus authentique, beaucoup plus intéressant, avec des dépouilles, avec des restes, avec des détritus, même si l'on veut, avec des décombres, avec des ruines, qu'avec des personnages lorsqu'ils sont en vie. Comme si la communication avec le Père ne pouvait se faire qu'une fois que le Père est mort, qu'une fois que le Père n'a plus la possibilité de manifester son désir de son vivant.
comme si le véritable désir du Père ne pouvait se manifester qu'une fois que le Père était en marge de la vie. Voir le monde à partir de ses restes. Voir le monde à partir de ses restes, troisième et dernier volet. Dans mon dernier livre, Tango, publié par les éditions L'Interligne, c'est voir le monde à partir d'un collier d'intensité. Un collier d'intensité que j'appelle micro-récit. Ce qui reste du passé de mes personnages, de ce qu'ils ont vécu, ce sont essentiellement des tissus, des tressages, une tapisserie composée de mots, composée d'images, des métaphores, composée de on-dit, composée de tout ce qui a été à peu près recueilli pendant des années de vie on the road, ou bien entendu les années vécues dans un premier foyer, dans un deuxième foyer. Posons-nous tout d'abord la question de savoir ce qui reste de notre vécu, de notre écosystème familial, affectif, émotionnel, culturel, linguistique, de notre environnement sociopolitique. Qu'est-ce qui reste de tous ces codes qui configurent une vie humaine, une société, une micro-société, où qu'elle soit sur la planète, que cela soit dans un continent considéré comme un continent plus développé en fonction des vieux critères ethnocentriques ou des continents qu'on pourrait appeler en expansion, des continents où les peuples luttent pour faire entendre leur voix. Ce qui reste de ce vécu-là, ce sont essentiellement des mots, un collier de mots. Et à bien des égards, si on accepte de se poser cette question qui semble phénoménologiquement fondée, que reste-t-il, non pas de nos amours, comme le voudrait seulement la chanson, mais que reste-t-il de chaque geste que nous avons posé pendant les différentes étapes que nous avons écrit un roman, un essai, un recueil de nouvelles, un recueil de micro-récits, comme c'est le cas de Tango. Ce qui reste, ce sont des intensités que le lecteur rejoue, ressuscite, bien entendu, mais ce sont des intensités qui, elles, peuvent nous permettre de comprendre en quoi notre vécu, d'un point de vue strictement anthropologique, ne peut, à bien des égards, se lire que via ce que j'appelle le reste, le détritus, le déchet, la dépouille, ce que souvent nous considérons comme quelque chose qui a peu de valeur, ou que un recyclage
utopique voudrait peut-être un jour remettre en circulation. L'écriture, telle que je la pratique depuis des années, est une écriture agonistique. Je veux dire par là une écriture où se joue la lutte et se met en place un jeu, une théâtralité. En effet, le concept même de agonie, auquel se rattache l'adjectif agonistique, nous révèle bien le mouvement premier de ce vieux verbe classique grec, agein, d'où vient agonia. Le agein, c'est d'abord quelque chose de très concret qui s'enracine dans la terre. Agein, en grec ancien, c'est prendre sa charrue à bras-le-corps et travailler, labourer la terre pour la rendre fertile et qu'elle puisse nourrir son monde. Mais en même temps, le agein, qui a donné lieu à agonia, c'est aussi jouer avec les instruments, les outils grâce auxquels il est possible de travailler, de ramollir, de faire en sorte que la terre nous accueille, qu'elle devienne accueillante. Dans cette agonistique, il y a donc au niveau de ce que j'appelle donc mon écriture, une tentative à chaque fois, que cela soit à travers un roman comme La Passion des nomades, Ce feu si lent de l'exil, Un café dans le sud, que cela soit un recueil de nouvelles comme Fuir avec le feu, titre déjà ironique, car peut-on fuir avec le feu? Peut-on fuir avec ce qui est en train de nous brûler? Peut-on fuir avec ce qui est en train de nous consumer? Et que cela soit à travers un micro-récit, des micro-récits, se pose toujours la question de comment peut-on jouer et lutter en même temps, alors qu'il s'agit souvent, dans le cas d'un personnage, d'une question qui peut être une question de vie ou de mort, quitter ou ne pas quitter le foyer parental, quitter ou ne pas quitter la langue maternelle, quitter ou ne pas quitter la patria, la patrie, le pays du père, là où le père autorise, entérine, ou là où le père oppose son droit de veto, là où le père rend muet le fils qui doit en quelque sorte voir sa parole confisquée au point que lorsqu'il va se permettre d'écrire pour la première fois, il ne pourra le faire qu'à la troisième personne du singulier, comme si la première personne du singulier, la première personne assumait le je, ne pourrait venir qu'une fois qu'il sera en exil, à l'étranger, loin de la langue maternelle, loin du foyer paternel. Donc, une écriture agonistique est pour moi une écriture qui laisse de côté, je dirais, le bling-bling de l'appareil littéraire, de l'appareil à bien des égards, qui fait des concessions au public, qui veut se faire adopter en concédant, en se pliant au goût d'une lecture commerciale, d'une lecture best-seller, d'une lecture facile, pour aller vers une exigence implicitement sollicitée vis-à-vis du lecteur hypocrite dont parlait Baudelaire, une exigence de rigueur au niveau de l'interprétation, c'est-à-dire un effort de lecture
non pas un effort intellectuel de connaissance, mais un effort empathique pour se mettre à la place de ces personnages qui ont choisi librement la plupart du temps de se déchaîner, de se déprendre du verbe paternel qui voulait en quelque sorte délimiter leur terrain d'action. Et grâce à cette déprise du verbe paternel, créer, aussi modeste soit-elle, une voie susceptible de les conduire vers une forme de révélation vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc oui, dans ce que j'appelle mon écriture agonistique, cette écriture donc de lutte et de jeu à la fois, il y a une dimension, je dirais, de dévoilement. Mes personnages, essentiellement, n'existent que dans la mesure où ils cherchent à se dévoiler. Et ces personnages, c'est tout à fait la plupart du cas dans le dialogue, par exemple, entre un père à l'agonie et un fils qui vient, non pas réclamer l'héritage du père, mais qui vient assister à la mort du père, ce père qui l'a laissé tomber lorsqu'il était petit, ce père qui ne s'est pas occupé de lui lorsqu'il en avait besoin, et il vient assister à cette agonie, et lorsque le père, ramolli par la maladie, est sur le point de rendre son dernier soupir, de passer l'arme à gauche, comme dit le proverbe, d'aller manger les pissenlits par les racines, comme dit toujours le proverbe très juteux, en image. Lorsque ce père-là lui demande au fils, es-tu prêt à quitter l'étranger, à rester ici, là où tu es né, et t'occuper de mes affaires qui deviendront tes affaires? La réponse du fils, laconique, est la suivante. Père, mourrez d'abord et je vous le dirai après. Oui, c'est paradoxal. N'oublions pas que dans le paradoxe, encore un mot grec, comme agonia, il y a à côté de l'opinion consentie, de l'opinion acceptée. Oui, réponse paradoxale du fils. Je ne dirais pas réponse cruelle, réponse paradoxale d'un fils qui a dû se construire, se reconstruire à la dure. Un fils qui a dû quitter langue maternelle, foyer parental, patrie, famille, amis, repères, codes. La réponse du fils est donc une réponse, oui, agonistique, paradoxale. C'est une réponse qui va dans le sens de révéler à la fin de ce non-dialogue, de cet impossible dialogue entre le père et le fils, ce registre d'une haute intensité qui est le registre du je ne peux te donner, Père, que l'incertitude du paradoxe, tellement ma vie, la vie que j'ai cueillie au fil de mon errance, cette vie cueillie ne peut se traduire que de façon ironique, paradoxale et surtout pas stéréotypée, consensuelle. Oui, on peut dire que dans cette écriture modestement, je dirais, subversive, car déjà que des personnages se donnent le courage d'assumer les différentes voix qui les peuplent, les différents désirs qui circulent à travers des verbes, je dirais, qui se
chamaillent les uns avec les autres. La plupart de mes personnages ayant dû quitter et le foyer et le feu qui animait ces foyers, se retrouvent avec une encyclopédie disparate dans la tête, où différentes langues se côtoient sans forcément je dirais, se parler. Il y a des choses que mes personnages ne peuvent dire qu'en espagnol. Et lorsque moi, écrivain, je dois écouter ces personnages qui me parlent et les rendre vraisemblables pour leur expression, je les trahis en les traduisant, n'est-ce pas? Un personnage qui n'a vécu et qui ne peut comprendre un certain registre du rapport à tel lieu, à tel espace, à telle montagne, à tel fleuve, à tel père, ayant vécu cela dans une langue aussi plastique que le castillan, ma langue maternelle, est extrêmement différente à bien des égards de l'anglais, même du français, car ce n'est pas parce que le castillan, ce qu'on appelle l'espagnol, ou le toscan, ce qu'on appelle l'italien, ou le français sont des langues de souche néo-latine, qu'elles sont vraiment susceptibles de pouvoir communiquer beaucoup, je dirais même énormément de situations et des contextes de la même façon. Non, on ne sable pas le champagne de la même façon qu'en italien, qu'en portugais, qu'en espagnol. Et je dirais même plus loin, je dirais même qu'à l'intérieur, par exemple, de cette famille étendue qu'on appelle l'espagnol, il y a à l'intérieur des codes tout à fait différents. L'espagnol qu'on parle à Buenos Aires a des codes extrêmement différents à l'espagnol que l'on parle à Lima, la capitale du Pérou, ou l'espagnol que l'on parle à Asunción, la capitale du Paraguay, ou l'espagnol que l'on parle à Madrid, la capitale de l'Espagne, ou l'espagnol que l'on parle à Quito, la capitale de l'Équateur, et je pourrais multiplier les exemples rien qu'à partir d'une langue. Mais je pourrais faire la même chose à partir de l'italien, enfin le toscan, puisqu'il s'agit bien de cette langue-là, la langue de Dante Alighieri. Je reste, oui, je reste au niveau de mon écriture très sensible à ce que j'appelle l'héritage linguistique mondial. Je crois que mon écriture, avec beaucoup de patience, m'a montré que le chemin vers la représentation, puisqu'en écriture il s'agit de représenter, la représentation du rapport à autrui, au temps d'autrui, à la parole d'autrui, aux différents contextes des espaces où évolue autrui, que cela soit à Montréal, à Ottawa, à Toronto, à Lima, à Buenos Aires, à Carthagène, que cela soit à Rabat, que cela soit n'importe où sur la planète, exige de notre part une forme de mini-encyclopédie mentale, et même si nous n'avons pas la chance, la gloire, je dirais, le privilège, je dirais, de parler toutes les langues du monde, ce qui à bien des égards serait un projet divin, parler toutes les langues du monde, y compris bien entendu les langues autochtones. Comment ne pas parler le quechua lorsqu'on habite au Pérou, à Lima, comprendre le Pérou sans le quechua, essayer de comprendre la Bolivie sans le aymara, ou même essayer de comprendre, n'est-ce pas,
notre beau pays, le Canada, sans les langues amérindiennes? Est-ce possible? Peut-on comprendre le Mexique sans toutes ces langues indigènes, amérindiennes, autochtones, qui peuplent des tas de codes? Mais accepter notre ignorance, je ne dirais pas tellement dans le sens socratique, je sais que je ne sais rien. C'est pour nous des personnages que je voudrais, que je souhaite déjà post-pandémie, que nous sommes profondément ignares. Notre ignorance concernant le verbe est une ignorance qui explique en partie l'aliénation, les injustices que nous vivons de par le monde, le fait que nous ayons consenti, y compris des pays avec un passé glorieux, comme la France, pour ne citer que ce pays-là, accepter avec autant de... Et je ne dis pas le Canada, et je ne dis pas le Québec, d'accepter, d'avoir accepté avec autant de docilité que notre monde puisse ne se conjuguer, ou ait la tendance de ne se conjuguer qu'à partir d'une langue, une seule langue, une langue qui deviendrait en quelque sorte une langue impériale, indépendamment des jugements et des exégèses et des analyses qu'on pourrait faire d'un point de vue idéologique, c'est quelque chose qui ampute notre humanité, notre humaine capacité d'expression. Aucune langue, aussi riche soit-elle, ne peut conjuguer tous les sentiments, tous les contextes d'altération, c'est-à-dire d'altercation, de rapports, voyez-vous, des rapports entre jeu et lutte entre les différents peuples de la terre. Nous voyons à quel point notre concept de multiculturalisme devrait être révisé à partir aussi d'une meilleure compréhension de ce que cela pourrait vouloir dire dans un monde qui s'ouvrirait davantage à une expression multilinguistique. Car le multiculturel, mon Dieu, il a beaucoup d'aspects très positifs, et nous voyons au Canada des grandes villes où cela se joue souvent de manière riche et apaisée. Toronto, par exemple, une des villes, je dirais, où l'on parle le plus de langues sur la Terre. Mais, en même temps, enfin, les plus de langues dans un pays, on s'entend dans une ville, mais en même temps, je crois que le concept de multiculturel devrait intégrer, et cela aussi au niveau de l'éducation en général, autant au niveau du primaire que du secondaire que de l'universitaire, devrait intégrer aussi le concept de multilinguistique. Que la ville d'Ottawa, capitale de ce grand pays, de ce vaste pays de presque 10 millions de kilomètres carrés, que la ville capitale, Ottawa, ne soit pas minimalement, officiellement bilingue, montre jusqu'à quel point il y a en effet une sorte d'opacité, une sorte de myopie qui fait en sorte que des romans, des recueils comme celui-ci,
puisse être nécessaire à mieux comprendre en quoi Tango peut aussi être lu et devrait être lu comme un texte pan-canadien, francophone pan-canadien, franco-ontarien pan-canadien. C'est-à-dire, je crois à cette écriture également dans sa dimension d'outil d'ouverture, d'outil de, on va dire, de déprise du vieux monde, de ce monde où tout ne doit se lire, se faire, s'accepter que dans une langue dominante. Dans le cadre occidental, l'anglais, belle langue que je pratique et dont je me sers et dont je lis des auteurs qui figurent parmi des auteurs qui me sont très chers. Mais ce n'est pas là l'argumentation que je dois chercher. Je dois comprendre que dans l'écriture dont je parle ici, cette écriture d'intensité, cette écriture d'une brièveté récalcitrante, ce recueil de micro-récits, on doit et on peut aussi lire le monde à partir de toutes ces langues qui restent en dehors du cadre officiel. Toutes ces langues qui ont ouvert une voie importante à la connaissance et à la reconnaissance d'autrui, de ses façons d'opérer, de ses façons de voir le monde, de ses façons de cohabiter avec les restes. Nous ne vivons pas avec nos restes de la même façon. Regardons du côté mexicain, lorsque El Día de los Muertos, la journée des morts, arrive, c'est le moment où le Mexique profond, le Mexique, je dirais, le plus fort, le plus pérenne, le Mexique éternel, s'ouvre des dépouilles. Et ce sont des dépouilles qui nous accueillent. Encore faut-il écouter leur voix, suivre leurs gestes, interpréter leurs legs, leurs verbes incarnés dans des rituels, n'est-ce pas? Je crois que, à bien des égards, on peut dire que le rapport à l'autre, c'est avant tout un rapport à autrui, à l'espace d'autrui, au temps d'autrui, aux différentes paroles d'autrui, car encore une fois, de même que je le dis par rapport à l'Argentine, au Mexique, le castillan n'est pas le même au niveau de son code, que cela soit dans la capitale, que cela soit au bord de la mer, ou que cela soit en haut des montagnes. Donc, cette écriture que j'appelle une écriture de jeu et une écriture de lutte, lutte pour l'expression, lutte pour la reconnaissance du désir de persister dans son être, alors que tout nous pousse à tourner le dos à notre, peut-être à notre véritable première colonne vertébrale, qui est celle donc d'une culture que nous allons petit à petit, lorsque nous avons affaire à des personnages transnationaux, à des personnages mutants en quelque sorte, ce sont des personnages qui nous apprennent à mieux comprendre ce qu'il en est des défis lorsque
nous vivons dans un monde qui tend à, à se cloisonner en quelque sorte, où les égoïsmes, je dirais, économiques finissent par s'infiltrer dans les égoïsmes institutionnels. On le voit avec la pandémie. Nous ne pourrons vraiment sortir de la pandémie et de ses variants si le monde en entier est vacciné. Il ne suffit pas de se sauver tout seul. Donc, dans un monde qui exige de nous une générosité d'écoute, une générosité d'interprétation qui n'est pas là, mes personnages, modestement, se limitent à se confronter à leur révélation. Ce sont des personnages qui, peut-être dans des temps héroïques, auraient voulu jouer et lutter, un peu dans le sens révolutionnaire, mais dans un monde qui ne leur permet pas d'avoir en dessous d'eux un filet de sécurité, mes personnages sont condamnés à danser le tango sans filet de sécurité. Le moindre faux pas peut leur coûter la vie. Comprendre que ce monde-là existe, même ici au Canada, est peut-être un des défis de Tango, mon dernier livre. J'aimerais terminer ce troisième volet de voir le monde à partir de ce reste en remerciant très sincèrement Ontario Créatif pour son appui.